Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie de la réalisation de l'aspirateur. Aujourd'hui on va poser la finition sur l'aspirateur et puis on va finir 2-3 petites pièces. Et cette troisième vidéo c'est également l'occasion pour moi de vous publier enfin les plans de cet aspirateur. Donc j'ai réalisé un guide comme je l'avais fait pour la servante, sauf que cette fois-ci il est beaucoup plus complet. On a un guide de plus de 60 pages dans lequel j'ai vraiment mis toutes mes connaissances pour pouvoir réaliser au mieux ce projet. Donc il y a tous mes conseils, il y a les plans de coupe, il y a les fiches de débit. C'est vraiment un guide très complet. Je suis convaincu que vous arriverez à refaire cet aspirateur si ça vous intéresse. Et donc vous retrouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Et puis je vais également répondre à pas mal de questions qu'on m'a posées en commentaire dans les 2 premières vidéos. Alors c'est des questions hyper intéressantes, mais il y en a beaucoup, du coup la vidéo elle risque d'être assez longue. Si vous voulez pas voir toute la vidéo, je vous conseille de regarder dans la description, j'aurai mis un timecode pour voir voilà, telle question à telle minute de la vidéo. Comme ça vous pourrez aller directement aux questions qui vous intéressent le plus. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo.
Alors en vidéo c'est un petit peu compliqué de vous imager la quantité de copeaux qu'il y a dans le bac. Là à vue d'œil je dirais qu'il est plus ou moins rempli, disons à 1/6. Voilà, maintenant je vous propose de faire quelques mesures sur cet aspirateur pour pouvoir le comparer avec ceux dans le commerce. Alors dans le commerce, quand on s'intéresse comme ça à des aspirateurs, on va retrouver plusieurs caractéristiques évidemment. On va retrouver le bruit qu'ils émettent, on va retrouver la capacité du bac de récupération. On va notamment également parfois retrouver la surface ici filtrante. Donc moi c'est un gros filtre par exemple qui propose 4 mètres carrés de filtration. On retrouve également souvent la puissance du moteur ainsi que est-ce que c'est un moteur triphasé ou monophasé. Ici donc c'est un moteur triphasé de 2,2 kW. Et ensuite les deux mesures qui nous intéressent le plus en ce qui concerne un aspirateur, ça va être le débit et la dépression qu'il produit à sa bouche d'aspiration. Donc voilà, c'est les deux mesures que je vous propose d'effectuer maintenant. On va faire une mesure de débit et puis après une mesure de dépression. Alors l'unité du débit donc ça va être des mètres cubes par heure. Ben voilà, l'aspirateur il va aspirer autant de mètres cubes par heure. Alors dans le commerce, si on regarde un petit peu les aspirateurs comme ça cycloniques, on va retrouver des aspirateurs qui ont un débit qui varie entre je dirais 1200 et 4000 mètres cubes heure. Alors les 4000 mètres cubes heure, ça c'est vraiment les grosses stations d'aspiration, donc c'est des aspirateurs qui font la taille d'une pièce, hein. Donc c'est pas des petits aspirateurs comme ça. Et les aspirateurs qui aspirent avec 1200 mètres cubes heure, ben ça c'est justement ceux d'entrée de gamme qui sont aux alentours des 1500 €. Alors comment est-ce que je vais faire pour mesurer le débit de mon aspirateur? Et pour ça je vais utiliser un anémomètre. Donc un anémomètre c'est juste un petit appareil comme ça qu'on peut allumer et avec une petite hélice, et si on souffle dessus,
Elle se met à tourner et elle nous indique ici la vitesse du vent. Donc normalement par exemple on peut l'utiliser dehors pour mesurer la vitesse du vent. Et donc comment est-ce qu'on mesure un débit avec ça? Eh bien il suffit de le mettre comme ça à l'entrée de l'aspiration de l'aspirateur et il va mesurer ici l'air qui arrive comme ça dans l'aspirateur, il va mesurer la vitesse de l'air. Et une fois qu'on a la vitesse de l'air et qu'on a la section ici de passage de l'air, eh bien on peut avoir le débit. J'en viens donc à cette installation un petit peu particulière avec une poubelle qui est percée ici en son fond et ici donc on a l'aspiration de l'aspirateur. Alors pourquoi est-ce que j'ai installé comme ça une poubelle en l'air? Mais en fait, cet anémomètre, il a une limite de 30 mètres par seconde. Donc il peut mesurer des vitesses d'air jusqu'à 30 mètres par seconde. Or justement, en diamètre 150, donc c'est le diamètre d'entrée de l'aspirateur, eh bien à 30 mètres par seconde, on va être justement à des débits de près de 1900 mètres cubes heure. Et du coup, on arrive aux limites de l'appareil. Ce qui fait que la section de 150 mm, elle est trop petite. Et du coup, si j'augmente la section, notamment ici par exemple en mettant une poubelle, eh bien la vitesse de l'air va être beaucoup plus faible et du coup l'appareil ici il va pas être limité. Donc voilà, j'ai fortement agrandi le diamètre, on a l'air ici qui rentre du coup plus lentement et puis qui va venir ici rentrer dans l'aspirateur. Alors encore une fois, cette solution elle n'est pas parfaite parce que ici du coup on a la poubelle qui est cylindrique. Et puis ici, au bout, on a un diamètre 150, donc on a une restriction de ce gros diamètre à directement un diamètre 150. Mais voilà, je pense que ça pose pas trop de problème, et en plus de ça, comme ça, je vais pouvoir vous donner vraiment un bon ordre d'idée de débit pour mon aspirateur. Ce sera pas un débit qui sera surdimensionné, là on aura vraiment un débit où on peut être sûr et certain, l'aspirateur, il produit tel débit. Donc, pour mesurer le débit, je vais allumer l'aspirateur, il y a de l'air ici qui va être aspiré, et puis je vais venir ici prendre différentes vitesses, comme ça, d'air à différents endroits, en mettant toujours mon anémomètre bien parallèle au flux d'air, mais je vais aller prendre, voilà, comme ça, différents points à différents endroits, et puis je vais faire une moyenne de toutes ces mesures. Alors j'ai déjà fait quelques mesures, et la vitesse de l'air, elle varie pas tant que ça si on s'approche plus ou moins du fond de la poubelle. Évidemment, si on se met tout au fond, il faut pas aller là parce qu'on est dans une zone où le flux il est plus laminaire. Donc voilà, je vais prendre mes mesures plus ou moins à la moitié de la poubelle. Ensuite, je vais mesurer la section au milieu de la poubelle et avec ça, on pourra calculer le débit. Ok, donc maintenant on va effectuer la mesure de dépression sur l'aspirateur. Pour ça on va utiliser une colonne d'eau. Donc on a un tuyau comme ça qui repart ici et qui remonte jusqu'ici avec de l'eau ici un petit peu colorée jusqu'à plus ou moins la moitié du tuyau. Et donc on a un des tuyaux qui est ici à la pression atmosphérique et il y a un des tuyaux ici qu'on va venir mettre ici à l'entrée de l'aspirateur pour avoir la dépression. Donc pour ça je vais utiliser une plaque ici contreplaquée sur laquelle je suis venu poser un joint. Le joint je vais venir le poser ici contre la surface du tuyau pour que ça soit bien hermétique. Donc je vais poser la plaque comme ça. Je vais démarrer l'aspirateur et la plaque elle va tenir toute seule par simple dépression. Je vais pouvoir venir prendre mon tuyau et le mettre ici dans le petit trou au centre de la plaque. Et voilà, avec le scotch ici c'est bien hermétique. Et à ce moment-ci, quand l'aspirateur va démarrer, les colonnes d'eau elles vont bouger. Donc en fait, entre guillemets, ici l'eau elle va être aspirée par le tuyau, donc elle va monter. Et l'eau dans ce tuyau-ci, du coup elle va descendre. Et donc je vais vous approcher ici la caméra près de l'eau pour que vous puissiez voir cette colonne-ci, l'eau elle va monter. Et dans cette colonne-ci, l'eau elle va descendre. Alors voilà, on a fait toutes les mesures dans le garage. Ici, je suis remonté dans ma chambre parce que je vais maintenant répondre à quelques de vos questions en face cam, mais c'était plus simple pour moi d'être près de mon ordinateur. Donc on va analyser les mesures qu'on a prises. Tout d'abord pour le débit, du coup on a mesuré, on va faire une moyenne plus ou moins un petit peu partout, on a mesuré une vitesse de 3,4 mètres par seconde. Et le diamètre interne de ma poubelle, il faisait 46 cm. Ensuite, du coup, avec le diamètre, on va pouvoir réaliser la section dans laquelle l'air arrive, donc c'est pi r carré. Et avec ces données, on arrive donc à un débit de 2030 mètres cubes à l'heure. Alors je suis plutôt satisfait de ce débit. Ensuite pour la dépression, on a mesuré 37 cm de colonne d'eau et ensuite on peut convertir ces 37 cm en dépression, donc en pascal, et on a 3600 pascal de dépression. Alors si on compare ça un petit peu avec les aspirateurs dans le commerce, ici on a le premier aspirateur, c'est vraiment le bas de gamme des aspirateurs cycloniques avec un filtre comme ça, on est aux alentours des 1650 €. Donc le débit de cet aspirateur, on a un débit de 1350 mètres cubes heure.
Donc c'est quand même 700 m3/h en moins, donc ça fait un tiers de débit en moins. Donc ça déjà ça veut dire que on peut dire que je suis au-dessus de cet aspirateur là d'un point de vue qualité. Et en plus d'un point de vue dépression, pareil là on a une dépression maximale de 2000 pascal alors que moi j'ai 3600 pascal. Donc on peut dire que mon aspirateur vaut plus qu'un aspirateur à 1650 €, je suis déjà content. Ensuite on peut monter de gamme, ici on a un aspirateur Jet qui est vendu aux alentours des 2200 €. Et du coup là on augmente déjà dans les budgets et on a un débit de 2150 m3/h. Je pense qu'au vu de toutes les petites erreurs de mesure que j'ai pu faire, mon aspirateur vaut peut-être un petit peu plus que 2000 m3/h. Là d'ailleurs on est à 2030, donc peut-être un petit peu plus que ça. Ici on a 2150 m3/h. Je pense qu'on peut plus ou moins dire que c'est plus ou moins équivalent. Bon limite supposons que cet aspirateur ait un débit légèrement supérieur. Ensuite, au niveau de la dépression, ça elle n'est pas écrite. Alors à 2230 €, ce qu'on a pour cet aspirateur et que moi je n'ai pas, c'est un allumage à distance avec une petite télécommande. Moi mon aspirateur il fait 20 m², donc ça ne me dérange pas du tout d'aller l'allumer comme ça avant de travailler sur une machine. Peut-être qu'un jour je ferai cette upgrade là, mais voilà ça à noter, peut-être qu'on paye quand même ça pour un aspirateur dans le commerce. Ensuite on a un aspirateur, ça c'était un bel objectif pour moi, c'est un aspirateur qui est assez professionnel, c'est un Halls Profi. Il est à 2640 €, donc là on est encore au-dessus dans les budgets. Et du coup là, au niveau des volumes d'aspiration, il nous en présente deux, parce que un qui est fait avec une mesure de tube de Pitot après une certaine distance de tuyau, et l'autre en volume d'aspiration à la bouche. Je pense qu'au vu encore une fois des erreurs que j'ai pris, on peut prendre le débit un petit peu entre les deux, et le débit entre les deux, on va être aux alentours des 2000 m3/h, donc je pense qu'on peut dire assez aisément que cet aspirateur, c'est encore une fois un aspirateur assez similaire au mien. La dépression, elle néanmoins, elle est inférieure, puisqu'ici on a 2340 pascal, alors que moi j'ai réussi à avoir 3600 pascal. Et ensuite si on regarde un aspirateur encore plus cher, là c'est un aspirateur à 3800 €, bon ça faut pas rêver, j'ai quand même pas réussi à équivaloir un aspirateur si cher, donc ici on a 3700 m3/h, donc là on est largement au-dessus, on est presque au double. Et la dépression par contre ça c'est 4000 pascal, donc ça on y est presque. Bon voilà, évidemment on ne peut pas être équivalent à un aspirateur à 4000 €. Si on prend celui à 2640 €, pareil, donc là je pense qu'on peut dire que voilà, c'est un aspirateur assez similaire au mien. La seule petite chose c'est qu'il a le décolmatage de son filtre qui est automatique, peut-être encore une fois une upgrade que je ferai sur l'aspirateur. Ok, alors voilà, je vais continuer à répondre à 2-3 questions. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai fait cet aspirateur? En fait, souvent dans un atelier, quand on travaille le bois, on commence à s'équiper petit à petit, et puis vient le moment où on s'équipe par exemple d'une raboteuse, ou d'une raboteuse dégauchisseuse, dans mon cas c'était une raboteuse, et ce genre d'outil, ça produit énormément de copeaux. Et du coup, au début, moi mon aspirateur d'atelier, j'aspirais même pas les copeaux, parce qu'alors il se remplit en 2 minutes. Donc ce que je faisais, c'est que j'utilisais ma raboteuse sans aspiration, ça mettait des copeaux vraiment partout. Alors au début on l'utilise parce que c'est un peu l'euphorie d'une nouvelle machine, on est content d'utiliser, mais là j'en arrivais à un point où finalement j'utilisais même plus la raboteuse tellement ça m'énervait d'avoir comme ça des copeaux partout. Après il faut tout balayer, mais en plus de ça, ça met vraiment des poussières partout. Donc voilà, maintenant il y a quelques mois, je me suis vraiment dit, voilà, il me faut un aspirateur à copeaux. Je me suis renseigné un petit peu dans le commerce des différents aspirateurs qu'il existait, et puis après plusieurs recherches, tout ce qui me restait en tête c'était les grosses centrales d'aspiration à plus de 2000 €, et ça évidemment c'était pas du tout dans mon budget. Du coup je me suis dit, l'un dans l'autre, pourquoi pas faire un projet, pourquoi pas fabriquer un aspirateur. Je me suis un peu renseigné, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de plans, beaucoup de réflexions, et voilà, quelques mois plus tard, on se retrouve avec un aspirateur fabriqué. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment. Ensuite alors, combien d'heures de fabrication? Alors ça c'est vraiment compliqué à chiffrer, parce que du coup comme ça a commencé il y a quelques mois, parce que déjà moi je fais des études d'ingénieur industriel, et du coup la chaîne YouTube c'est en temps libre, c'est vraiment quand j'ai le temps que je mets un peu de temps là-dedans. Et du coup, je travaille souvent sur mes projets le week-end, donc c'est pour ça que déjà que ça s'est étalé sur pas mal de mois. Et puis en plus de ça, j'ai dû faire tous les plans, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, pas dans le sens juste comme ça faire les plans sur SketchUp, mais surtout toute la réflexion qu'il y avait derrière. J'ai beaucoup réfléchi pour chaque pièce pour que tout se passe bien. Et puis en plus de ça, j'ai écrit le guide pendant, donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est pas du tout la réalisation dans le garage qui m'a pris le plus de temps. Ça c'est l'histoire de quelques jours. Alors il y a quand même des étapes assez longues, assez répétitives, notamment par exemple pour l'hélice, mais c'est pas le travail le plus long. Le plus long c'était la vidéo, les plans et tout ça, mais du coup voilà, je saurais pas trop chiffrer en nombre d'heures, c'est très compliqué pour moi. Ok, alors ensuite on peut se demander combien est-ce que cet aspirateur il m'a coûté, parce que finalement c'est un petit peu le but de départ, c'est faire des économies sur un aspirateur à copeaux. Et donc l'aspirateur ici que j'ai réussi à équivaloir, c'est plus ou moins un aspirateur à 2000-2200 €, même peut-être un petit peu plus. Et du coup, au lieu de vous donner directement un prix comme ça, j'aimerais aborder ça un petit peu différemment. Tout d'abord voir un petit peu le point noir de l'aspirateur quand on le fabrique soi-même, mais en fait c'est la pièce qu'on fabrique pas soi-même, c'est le filtre. Le filtre à poussière comme ça, il coûte 230 €, c'est plus ou moins le même prix sur tous les sites avec la livraison comprise. Et donc là ça fait 230 € d'une pièce qu'on peut pas fabriquer. Alors la solution que j'aimerais apporter, si moi en tout cas je devais refaire l'aspirateur, ce serait plutôt que de mettre un filtre. Mais pourquoi pas finalement envoyer toutes les poussières vers l'extérieur, parce qu'en fait le cyclone il filtre vraiment 99% des poussières, c'est vraiment que les très fines qui s'en vont, et du coup dans ce cas là je pense que ça pose aucun problème de renvoyer ça à l'extérieur. Alors évidemment si on n'a pas la possibilité d'être relié à l'extérieur, dans ce cas là le filtre il est parfait.
Mais sinon je trouve que là ça fait 230 € d'économie et du coup on a juste à faire, la solution que j'ai là moi c'est un tuyau qui renvoie l'air de la turbine vers le filtre, mais là il faudrait un tuyau qui renvoie juste l'air vers l'extérieur. Donc c'est vraiment pas très compliqué à faire et ça nous fait économiser tout d'abord 230 €. Ensuite, le deuxième point assez cher dans l'aspirateur finalement, c'était la finition. Parce que moi, j'ai décidé de vernir tout mon aspirateur, vous l'avez vu justement dans cette vidéo-ci. Je suis très content du résultat, mais en fait, j'ai utilisé du sapin, du contreplaqué et tout ça pour faire l'aspirateur. Et il n'y avait pas nécessairement besoin de mettre du vernis comme ça, parce que ça reste dans un atelier, et le contreplaqué et le sapin, il n'y a pas du tout de souci, ça va tenir dans le temps comme ça. Parce que cette finition, elle m'a quand même coûté cher, mettre du vernis comme ça partout, ça m'a coûté près de 80-90 €. Donc ça fait aussi un gros coût pour entre guillemets pas grand chose. À la limite, ce que je conseille, et c'est ce que je dis dans le guide, c'est faire la finition de l'hélice, parce que ça je pense que c'est important, parce que elle va voir passer beaucoup d'air, l'air en plus quand elle passe dans la turbine, elle va chauffer un peu, puisqu'elle est légèrement compressée. Et puis en plus de ça, l'air comme elle est un petit peu chargée en poussière, on pourrait se dire que ça va peut-être être un petit peu abrasif. Donc je pense que l'hélice et le corps de la turbine, ça il faut les protéger, par exemple avec un vitrificateur, mais c'est vraiment les deux petites parties, donc ça coûterait vraiment pas cher. Ce qui a coûté cher dans la finition, c'était tout le reste de l'aspirateur, et ça à refaire, peut-être que je le ferai, oui, parce que là j'ai poussé vraiment le projet jusqu'au bout, mais si on veut faire l'aspirateur le moins cher possible, là on peut encore économiser facile 70 € sans problème, tout en gardant la finition sur le ventilateur de l'aspirateur. Et ensuite, si notre objectif c'est vraiment de faire l'aspirateur le moins cher possible, on pourrait encore gagner un petit peu d'argent sur l'équilibrage. Donc comme j'ai expliqué avant, il y a de l'équilibrage statique et dynamique. Le statique on le fait soi-même, c'est gratuit, le dynamique c'est payant. Un équilibrage comme ça va coûter, moi je l'ai payé 60 €, ça peut peut-être être un peu plus cher dans certains ateliers. Et donc ça voilà, ça fait encore une somme à dépenser alors que l'aspirateur peut fonctionner sans. Donc en fait là, les trois choses que je vous ai données, le filtre 230 €, l'équilibrage 60-70 € et la finition 70-80 €, on est sur trois énormes dépenses pour l'aspirateur et en fait l'aspirateur il peut tout aussi bien fonctionner sans. Alors évidemment on n'a plus la finition, on n'a plus l'équilibrage, on n'a plus le filtre, donc évidemment il faut faire des choix. Peut-être que quelqu'un qui peut relier son aspirateur vers l'extérieur ne va pas choisir de mettre de filtre, mais va choisir de faire la finition et l'équilibrage dynamique. Voilà, il y a moyen de un petit peu mixer son aspirateur pour faire quelques économies par-ci par-là. Et finalement quand je fais le calcul, moi quand je retire tout ça, en fait j'arrive à un aspirateur à 330 €. Donc ça c'est vraiment pas cher. Alors bon, j'ai acheté un moteur d'occasion à 35 €, donc si on doit acheter un moteur neuf, ça coûte plus cher. Mais voilà, comme quoi là, donc en retirant les trois choses que j'ai dit là, on peut avoir un aspirateur tout à fait fonctionnel pour 330 €. Ça c'est vraiment ultra vendeur, parce que là évidemment là c'est vraiment quelque chose de top. Mais voilà, je pense que ça c'est un petit peu extrême, on va peut-être plutôt, comme je l'ai dit, moduler en disant moi je vais mettre le filtre mais je vais pas faire l'équilibrage ni la finition, ou l'inverse, et des choses comme ça. En sachant que, évidemment, ça va encore un petit peu dépendre de où vous achetez les matériaux et tout ça, mais justement dans le guide, je fais une liste avec tous les matériaux et surtout aussi le prix que j'ai payé. Comme ça, vous avez un ordre d'idée du prix que moi j'ai payé. Si vous trouvez moins cher, tant mieux. Et sinon, comme ça, vous avez une référence. Et donc avec toutes ces valeurs, je vous laisse faire le calcul total de combien m'a coûté cet aspirateur. Alors du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire cet aspirateur? Oui, franchement là, Raphaël, je le refais le lendemain. C'était un plaisir pour moi de faire cet aspirateur. Autant le guide que les vidéos et tout ça, ça a été beaucoup de plaisir. En plus, vous avez été très nombreux à suivre les vidéos, à commenter. Donc moi, ça me faisait d'autant plus plaisir de continuer ce projet. Et puis bêtement d'un point de vue économie d'argent, du coup c'est positif, hein, j'ai économisé pas mal d'argent, j'ai un super bon aspirateur dans mon atelier, en plus je l'ai fabriqué moi-même, alors là on a une satisfaction en plus. Et là j'en viens à vous dire, si vous hésitez à faire cet aspirateur, lancez-vous, n'hésitez pas à aller voir mon site, donc il y a toutes les informations en description, et vous allez voir ce guide, il est vraiment ultra complet, c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un aspirateur, je vous conseille vraiment de vous poser la question, tiens, est-ce que je le fabriquais pas moi-même? Moi ça me ferait hyper plaisir de voir d'autres aspirateurs comme ça dans d'autres ateliers. Alors ensuite on peut se demander le niveau de difficulté de cette réalisation. Je trouve que le plus compliqué c'était toute la réflexion qu'il y avait derrière cet aspirateur. Moi quand je bricole, je passe souvent 2 heures en dehors de l'atelier à réfléchir pour au final aller passer 5 minutes et pour que ces 5 minutes là elles se passent parfaitement. Alors dit comme ça c'est un petit peu extrême, évidemment c'est pas comme ça que ça se passe, j'aime bien aussi foncer et puis voir un petit peu le résultat. Mais voilà, je pense que si on réfléchit bien chaque étape, la réalisation peut bien se passer et c'est vraiment pour ça que j'ai fait un guide, c'est qu'ici il y a vraiment tout de quoi faire une réalisation complète, normalement sans surprise pour que tout se passe bien. Et du coup le niveau de difficulté, je pense pas que ça soit très compliqué, je pense que c'est surtout qu'il va falloir se dépasser, peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort si on n'a pas fait d'aussi grosses réalisations, mais tout est faisable. Et puis finalement c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on apprend le plus finalement. Alors l'encombrement de l'aspirateur ça peut quand même être intéressant, du coup j'ai mon petit papier, il fait 2,40 m de haut pour 1,15 m de large pour 60 cm de profondeur, comme ça vous savez. Du coup ça prend quand même un petit peu de place, mais au moins ça veut dire qu'il y a un gros bac de récupération, qu'il y a un filtre, etc., etc. Ensuite une partie qui a fait pas mal débat en commentaire lors des 2 premières vidéos, c'était des questions quant à la solidité de l'hélice en bois. Pour l'avoir fabriqué, très honnêtement, moi je suis très convaincu de cette hélice quant à sa solidité
solidité en tant que telle. Il y en a qui avaient pas mal peur du moyeu en bois. Personnellement, j'ai pas trop peur pour ça. Il est en contreplaqué de boulot, il a été fait de manière bien ajustée. Tout ça, évidemment, j'en parle dans le livre vraiment de manière bien détaillée, le pourquoi découper cette pièce comme ça et tout ça. Et en fait, c'est quand on accumule tous ces petits détails qui fait que cette pièce elle devient précise et solide. Mais ce qui va finalement vraiment rendre cette pièce ultra solide dans le temps, ça va être l'équilibrage de cette hélice. Alors l'équilibrage, c'est le point le plus théorique que j'aborde dans le guide. Donc dans le guide, vous le verrez si vous l'achetez, il y a des sections où je mets un petit livre comme ça ouvert pour dire voilà, là c'est un point plus théorique, vous ne devez pas le savoir entre guillemets pour fabriquer l'aspirateur, mais pour ceux que ça intéresse, il y a le point théorique. Et donc dans le guide, j'ai expliqué tout ce qui était théorie de l'équilibrage statique et l'équilibrage dynamique, etc. Donc je vais pas tout réexpliquer en vidéo, mais pour faire simple, on a donc l'hélice qui tourne à 3000 tours par minute, et quand on a une masse comme ça qui tourne, il faut l'équilibrer pour ne pas que le moteur vibre, et alors dans ce cas-là, ses roulements vont s'user, la pièce qui vibre peut s'abîmer, etc. Et donc il y a deux types d'équilibrage. Pour faire simple, il y a le statique, c'est le premier équilibrage qu'on fait, c'est un équilibrage assez simple qu'on peut faire soi-même, gratuitement. Et puis après, il y a l'équilibrage dynamique. Ça, on peut pas le faire soi-même parce qu'il faut des machines très précises, il faut prendre l'hélice et la mettre en rotation, donc c'est pour ça qu'on parle de dynamique et de statique. Le statique, l'équilibrage, il se fait à l'arrêt, tandis qu'en dynamique, l'hélice doit être mise en rotation. Et donc voilà, moi par exemple, ça c'est typiquement un super gros avantage dans le guide, c'est que j'ai fait les deux. Donc en fait, moi j'ai équilibré statiquement mon hélice, moi-même, avec mes techniques, mes conseils, etc. Et puis après, j'ai essayé l'aspirateur, alors j'ai ressenti un petit peu les vibrations parce que je pouvais pas nécessairement les mesurer, donc j'ai ressenti voir tiens, est-ce que l'aspirateur fait un bruit bizarre, est-ce que ça peut fonctionner. Alors déjà ça je peux vous donner quelques éléments de réponse, c'est qu'il y a 2-3 autres personnes qui ont fait des aspirateurs comme moi sur internet, et pour tout ce que j'ai vu sur internet, il y a personne qui l'a équilibré dynamiquement, donc on peut se dire que le statique c'est top et voilà, ça suffit. Mais moi j'ai voulu pousser le projet plus loin, donc mon hélice, j'ai été chez un équilibreur qui me l'a équilibré dynamiquement. Et c'est là que c'est vraiment intéressant de voir dans le guide toute l'étude théorique, parce que ça permet de vraiment choisir entre qu'est-ce qui est mieux entre un équilibrage statique et dynamique, et pourquoi est-ce que je pousserais le projet plus loin. Donc voilà, mon hélice elle est revenue de chez l'équilibreur, je l'ai remonté ce moteur, et là j'ai pu du coup refaire des tests et comparer finalement quand mon aspirateur tournait en statique et en dynamique, et là il n'y a vraiment pas photo. Ici en dynamique on a une pièce qui ne vibre mais absolument pas, le moteur il démarre de 0 à 3000 tours minute en une fraction de seconde, on n'a pas de vibration, c'est incroyable. Et ça en fait il y a une raison, c'est que voilà, on rentre dans quelque chose de plus poussé. En plus de ça, quand on va chez l'équilibreur, évidemment, lui, il doit quantifier son travail. Il ne va pas équilibrer de la même manière un vilebrequin, un volomoteur, une hélice, etc. Et du coup, ici, on va répondre à une norme. C'est une norme qui correspond aux hélices de ventilateur. Donc mon hélice, elle répond à la norme G6.3. J'explique tout ça dans le guide, et ça, c'est vraiment... Et ça permet vraiment de me mettre en confiance et de me dire, voilà, je suis convaincu, maintenant mon hélice elle va tenir dans le temps et j'ai vraiment pas de doute. Donc voilà, après le meilleur des tests ça sera attendre et se refaire un petit feedback dans quelques années sur la chaîne YouTube pour savoir est-ce que mon hélice elle va toujours. Mais très honnêtement, vu comment je l'ai fait, vu comment je m'y suis appliqué et vu l'équilibrage dynamique, moi j'en ai confiance. Maintenant je serais très content de connaître votre avis en commentaire. Donc voilà ce que j'utilise moi pour relier mon tuyau de diamètre 100 à toutes mes machines. J'ai acheté des bouchons comme ça normalement qui sont en diamètre 100, donc normalement là c'est bouché. Et ces bouchons, je les perce pile poil au diamètre adapté à l'aspiration de ma machine. Donc j'ai des capuchons comme ça qui sont disposés sur chacune de mes machines. Par exemple là le diamètre il est adapté à l'aspiration de ma raboteuse. Donc cette pièce elle est fixée sur la raboteuse. Donc j'ai juste à prendre mon tuyau au diamètre 100, venir me mettre contre le capuchon, je fais un quart de tour et ça tient parfaitement. Et en plus avec l'aspiration, il n'y a pas de risque que ça se dévisse. Voilà, ça c'est vraiment une solution hyper pratique pour pas très cher. Voilà, alors vous l'avez vu, le cyclone, il a parfaitement trié toutes les poussières, mais il n'y a rien à faire, il y en a quand même quelques-unes qui passent vers le filtre, et c'est pour ça qu'il y a un filtre finalement, c'est pour pouvoir filtrer toutes ces fines poussières et purifier tout l'air de l'atelier. Alors pour le moment, il n'y a pas du tout de poussière dans le sac ici, des copeaux encore moins, ça vraiment ils sont tous filtrés par le cyclone, c'est parfait. Mais des poussières du coup il n'y en a pas encore dans le sac, parce que les poussières elles arrivent et puis finalement elles sont plus projetées qu'autre chose vers le filtre, et du coup elles sont plaquées dans le filtre. C'est pour ça que le filtre il va petit à petit se colmater, mais pas tant que ça puisqu'il y a le cyclone, mais voilà. Pour pouvoir décolmater le filtre, dans le filtre justement, il y a des palettes comme ça qu'on va pouvoir faire tourner et qui vont venir secouer toutes les languettes ici un petit peu de tissu qu'on a pour le décolmater. Alors dans le commerce, les aspirateurs comme ça à 2000 €, ils sont équipés d'un petit moteur ici comme ça qui permet de faire tourner ces palettes par exemple toutes les heures d'utilisation ou 2 heures d'utilisation, je sais pas. Moi dans mon cas, ce que j'aurais pu faire, c'est tout d'abord avoir un système manuel qui permet de tourner ces pales pour décolmater le filtre. Le problème c'est que ce système manuel avec les barreaux, avec ici la turbine qui est au-dessus, on ne peut pas le déplacer librement et donc on ne peut pas faire bouger les pales comme ça, et du coup on ne peut pas décolmater le filtre normalement comme c'est initialement prévu. Moi la solution que j'ai trouvée c'est d'utiliser ma visseuse, donc je la mets en vitesse 1 et ici au-dessus du coup on a l'axe qui dépasse. Donc cet axe normalement il reçoit une poignée comme ça qu'on vient mettre ici sur l'axe, et donc on déplace comme ça en faisant tourner la poignée et ça fait bouger toutes les pales à l'intérieur. Moi je vais utiliser ma visseuse, donc j'ouvre le mandrin
Je viens mettre ma visseuse sur l'axe. Je resserre le mandrin. Et ensuite, je vais faire tourner la visseuse tout doucement pour faire tourner les pales. Vous allez peut-être voir même les petites stries ici du filtre bouger. Donc voilà, j'ai fait 4-5 tours, je défais le mandrin, je peux retirer la visseuse, et voilà, là le filtre est décolmaté. Alors je peux envisager le fait que ça peut être un peu énervant de temps en temps aller faire secouer comme ça les pales avec une visseuse. Peut-être que plus tard je vais faire une petite upgrade de cet aspirateur en rajoutant ici un moteur et un petit système automatique. Ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo, mais pour le moment en tout cas je pense que cette méthode de la visseuse je vais la garder pour quelques mois parce qu'elle me convient parfaitement, et puis si un jour ça m'énerve, ben voilà, j'adapterai la solution. Maintenant que j'ai secoué le filtre, c'est là qu'il faut seulement regarder s'il y a des poussières ici dans le sac. Voilà, j'ai rassemblé toutes les poussières ici au fond du sac, et comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu. Il doit y avoir, allez quoi, 1 cm3 tout au plus. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors on peut se dire, oh mais ça veut dire que, ici il y a eu 30 minutes d'utilisation, qu'est-ce que ça va être si j'aspire plus souvent? Là je pense qu'il y en a particulièrement beaucoup parce que j'ai fait ce pseudo-test intensif avec le gros tas de poussière là où j'aspirais assez rapidement. Et le cyclone, peut-être que là il a reçu vraiment beaucoup de poussière et il n'a pas réussi à tout trier. Je pense que pour une utilisation plus normale, par exemple si on aspire les poussières d'une ponceuse petit à petit ou des choses comme ça, on aura moins de poussière. Néanmoins ça reste vraiment pas beaucoup, hein, il faut bien se dire, là le cyclone il a bien trié. Ce genre de filtres ils sont faits normalement pour aller à la place des manchons chaussettes là qui sont sur les aspirateurs classiques, donc ils se tapent bien plus de poussière que ça. Ici franchement on peut être déjà très satisfait du triage fait par le cyclone. En tout cas moi ça me convient parfaitement, et il faut bien se dire dans le commerce évidemment, c'est pour ça qu'il y a un sac aussi, il y a des poussières comme ça qui se retrouvent de ce côté-ci, du côté filtre, hein, c'est tout à fait normal. Dernière chose dont je ne parle pas en vidéo mais dont je parle plus longuement dans le guide, c'est à propos du câblage du moteur et puis également de toutes les parties métalliques de l'aspirateur qu'il va falloir relier à la terre. Et également notamment le circuit sur lequel on va brancher l'aspirateur, il faut qu'il soit relié à la terre. C'est pour ça qu'ici j'ai une petite boîte de dérivation, ça me permettait notamment de mesurer mes courants au niveau du moteur pour savoir s'il n'était pas surdimensionné ou sous-dimensionné. Et c'est également par cette petite boîte de dérivation que je vais brancher l'ensemble des pièces de l'aspirateur à la terre. Mais voilà, tout ça c'est pas très intéressant et j'en parle plus longuement dans le guide, c'est vraiment pour ceux qui seraient intéressés par refabriquer cet aspirateur. Voilà, alors le projet de l'aspirateur il est terminé, maintenant on va pouvoir passer à d'autres projets pour la chaîne YouTube. Néanmoins, je vois déjà quelques petites améliorations que je pourrais apporter dans les semaines ou les mois à venir. Tout d'abord, il y a, comme je vous l'ai dit, ici un petit système automatique avec un moteur qui permettrait de décolmater le fil de manière automatique. Mais voilà, pour le moment j'utilise ma visseuse, ça me convient bien, mais c'est probablement une amélioration que je ferai. Ensuite, pour le moment, je vois pas comment est rempli le bac, s'il est plus ou moins rempli. Et du coup, j'aimerais bien faire, pourquoi pas, par exemple, un petit trou avec une scie cloche qui me permet de voir l'intérieur du bac. Et alors, je mettrai par exemple un petit morceau de plexiglas pour rendre évidemment le tout étanche. Pour le moment, ce que je fais, c'est que je soulève le bac, je regarde à l'intérieur s'il est plus ou moins rempli de temps en temps, et ça me suffit. Mais je pense que ça, c'est une amélioration que j'aimerais bien faire. C'est un trou, par exemple, ici au-dessus du bac pour voir l'intérieur. Et ensuite, là, on a fabriqué l'aspirateur, mais il n'y a pas que ça dans un système d'aspiration, il y a aussi tout le circuit, et c'est quelque chose de très important, parce que pour le moment, le circuit, qu'est-ce que c'est? C'est juste un tuyau comme ça. Donc c'est un tuyau qui peut se plier un petit peu comme on veut, qui est en diamètre 100, et qui fait 6 mètres de long. Mais ça, c'est vraiment le pire circuit qu'on puisse utiliser pour de l'aspiration, parce que c'est des tuyaux qui sont pas du tout lisses à l'intérieur, qui peuvent faire des angles comme ça un petit peu partout, et du coup ça crée de très grosses pertes de charge, et du coup on perd pas mal d'aspiration ici au bout de l'aspirateur. L'idéal pour un circuit d'aspiration, que ce soit pour les performances et pour l'utilisation, c'est d'avoir un circuit de tuyaux au plafond de l'atelier, avec un tuyau qui arrive au-dessus de chaque machine, avec des petites trappes pour pouvoir ouvrir et fermer l'aspiration. Et de cette manière, on a vraiment une aspiration plus optimale. Alors moi, mon atelier il fait 20 mètres carrés, donc avec ce tuyau de 6 mètres, je peux vraiment aller de bout en bout et c'est relativement pratique. Mais je pense qu'à l'avenir, je ferai peut-être un circuit au plafond. Je sais que ce tuyau-là, c'est pas l'idéal pour avoir une bonne aspiration. C'est pas le plus pratique non plus, mais voilà, pour le moment, j'ai fabriqué l'aspirateur et voilà, peut-être que dans les mois à venir, on fera le circuit d'aspiration. Et donc toutes ces mises à jour que je pourrais faire dans les semaines et mois à venir, évidemment j'en ferai des vidéos parce que je pense que ça peut être intéressant de voir l'évolution de cet aspirateur. Et pour tous ceux qui auront acheté le guide, évidemment ils auront toutes les mises à jour à vie gratuites, donc je leur renverrai le guide si je rajoute voilà, des petits articles ou des petits passages qui parlent d'amélioration de l'aspirateur.
Voilà, je vais terminer par un petit mot de remerciement à tous ceux qui achèteraient le guide. Ce genre de guide, moi c'est un petit peu mon job étudiant, parce que comme je suis étudiant, c'est mes seuls revenus, c'est vraiment ce qui me permet de créer mon atelier, de créer des projets, etc. Évidemment, je sais que sur YouTube c'est pas toujours bien vu de vendre des choses, il n'y a pas de souci pour ceux que ça n'intéresse pas. Ces plans ils sont en vente parce que voilà, je me suis donné à faire vraiment un guide pour espérer voir d'autres aspirateurs comme le mien dans des ateliers. Si vous êtes motivé par ce genre de réalisation, si vous voulez fabriquer votre aspirateur, j'espère sincèrement que le guide vous apportera toute satisfaction. C'est vraiment un guide ultra complet avec tous mes conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email, j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite une bonne réalisation, une bonne lecture du guide, et encore une fois un tout grand merci pour votre achat. Je serai impatient de vous retrouver dans de prochains projets sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite et d'ici là, bricolez bien, c'était Gauthier. Salut!